Bienvenue à cette table ronde, recadrer l'abstraction, perspective décoloniale. Je suis Sylvette Babin, directrice de la revue S. Permettez-moi d'abord de rappeler que cette table ronde prend place en territoire autochtone non cédé. Les éditions S reconnaissent la nation Gayen-Gehaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes réunis. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que l'équipe de S reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. J'aimerais également remercier la Foire Plurale d'accueillir à nouveau S à titre de partenaire média principal. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter nos revues au kiosque R01. La discussion aujourd'hui est librement inspirée du numéro Abstraction à paraître en mai prochain. Ce dossier proposera de se détourner du dogme de l'abstraction en tant que genre historique pour considérer ses différentes avenues plastiques et sémantiques. Dans une invitation à entrer dans les abstractions, nous proposons de rétablir le dialogue entre le contenu et la forme, entre le politique et le poétique, pour nous entretenir avec des œuvres qui évoquent la réalité autrement. Qu'on les identifie comme abstraites, non figuratives ou non objectives, ces œuvres nous racontent bel et bien une histoire. Pour cette discussion autour du thème de l'abstraction décoloniale, nous avons le plaisir d'accueillir Anna Klaus, Clovis-Alexandre Desvarieux, Alexis Jensen et notre animatrice Vanessa Parent. Vanessa est historienne de l'art moderne et actuel avec une expertise dans la performance, le corps et les enjeux de genre. Sa recherche interroge les liens entre l'abstraction formelle et capitaliste. La matrice sous-jacente de ses recherches est l'interdépendance du capitalisme, de la colonialité et de l'hétéronormativité patriarcale, le corps agissant comme matériau sur lequel il s'exerce. Elle enseigne au département d'histoire de l'art de l'Université Concordia. Anna Klaus est une artiste visuelle de descendance Gayen-Gehaga et anglaise et membre de la communauté Gantègue-Tyendinaga en Ontario. Dans sa pratique artistique, elle réalise des œuvres qui explorent les épistémologies autochtones en tant que relations matérielles et sensorielles, actives et transversales. Élue à la confrérie Heidelberg en 2019 et récipiendaire du prix Giverny en 2020, elle participe notamment à l'exposition itinérante nord-américaine Perler radicalement. Parallèlement à sa pratique artistique, elle est professeure au département des arts visuels de l'Université Concordia. Elle est également cofondatrice de Daphné, Centre d'artistes autochtones autogérés. Clovis-Alexandre Desvarieux explore l'abstraction comme un langage de la mémoire, du mythe et de la quête identitaire. Né à Port-au-Prince, il a obtenu un baccalauréat en ingénierie du bâtiment à l'Université Concordia et développe maintenant une pratique artistique qui s'inspire dans une recherche où l'abstraction ne se limite pas à une exploration formelle, mais devient un outil de révélation des structures invisibles, souvenirs, migration, spiritualité et paysage intérieur. Puisant à la fois dans l'histoire complexe des Caraïbes et dans les courants de l'expressionnisme abstrait et du cubisme, il construit une œuvre où se croisent influences haïtiennes et dialogue avec la peinture occidentale. Alexis Jensen détient un baccalauréat en histoire de l'art de l'Université McGill et poursuit actuellement une maîtrise en histoire de l'art à Concordia. Ses recherches examinent de manière critique les appropriations de l'art des peuples autochtones du monde par des artistes blancs, européens, américains et canadiens. En utilisant des approches postcoloniales et anticoloniales, il situe l'art canadien dans une dynamique mondiale du colonialisme. Il a par ailleurs travaillé dans des institutions telles que la collection d'art visuel de McGill et le Musée d'art contemporain de Montréal. Je vous remercie beaucoup. Il y aura une petite période de questions à la fin de la discussion. Alors, je vous souhaite une bonne conversation.
Merci beaucoup, Sylvette. Vous me ferez signe si vous m'entendez pas bien aussi, s'il vous plaît. Bienvenue à tous, bienvenue tout le monde à cette conversation, cette discussion qui cherche à aborder la question épineuse de l'abstraction décoloniale. Alors, pourquoi épineuse? Alors, l'abstraction est un sujet, un langage visuel qui s'inscrit dans un discours moderniste occidental, plutôt eurocentrique. Je vais essayer de gérer la technologie en même temps que mon petit papier ici. Et puis, l'abstraction, dans le fond, c'est un discours, ce discours moderniste dans lequel il est ancré, date au moins du 18e siècle, donc issu du siècle des Lumières, et est surtout représenté au 20e siècle par le critique américain Clement Greenberg et poussé, bien sûr, par des institutions qui nous ont tracé une téléologie assez restreinte. Ce discours fait donc partie d'un courant intellectuel qui a suivi un parcours parallèle au projet moderne, impérialiste et colonial. De plus, c'est un récit qui a donné la priorité aux artistes blancs et mâles et qui, dans certains cas, se sont inspirés d'eux et même fétichisés des cultures non occidentales dans leur recherche d'un langage visuel universel autre que celui prescrit par les académies des beaux-arts et qui pourrait répondre aux angoisses d'une condition moderne. Il faut aussi considérer le rôle des institutions qui ont maintenu ce discours. Moi, je parle surtout, je vais avancer, la fameuse exposition Les magiciens de la Terre et Primitivism à MoMA dans les années 80. Donc, ça a été maintenu par des expositions plutôt myopes qui ont imposé un regard eurocentrique sur les œuvres non occidentales pour venir justifier les essais de l'avant-garde européenne. Donc, si on déloge l'abstraction de son cadrage occidental, on y reconnaît que le recours à un langage visuel abstrait dans l'art reflète des connaissances, des quêtes, des ontologies et épistémologies autres que celles imposées par un projet impérialiste dit civilisant occidental. Alors, on se pose la question: est-il productif ou problématique de marier les termes abstraction et décolonial compte tenu de cet héritage? Est-il possible de déloger l'abstraction de ses racines modernistes et occidentalocentriques? Peut-on aborder l'abstraction à travers un prisme décolonial, surtout étant donné qu'il y a une recrudescence de l'abstraction dans l'art contemporain, dans la peinture, tel qu'on peut le constater dans les œuvres de Clovis ici, ou même élargir ce qu'on entend par l'abstraction, et je pense ici à la pratique de Hannah, ou est-ce qu'invoquer la décolonialité pour penser ce regain d'intérêt dans l'abstraction est-il justement symptomatique de la persistance de la colonialité? Alors, c'est justement durant des conversations préliminaires avec Hannah qu'on en est arrivé à ce questionnement. Alors, avant de commencer, je pense que ce serait une bonne idée aussi de définir nos termes, c'est-à-dire même demander votre avis sur cette question. Est-ce qu'invoquer la décolonialité pour penser ce regain d'intérêt dans l'abstraction, dans l'art contemporain, est-ce que c'est symptomatique ou pas de la persistance de la colonialité? Qu'en pensez-vous justement de ce mariage épineux, disons? On peut peut-être commencer avec Alexis, étant donné que tu travailles dans ce legs-là, ce bagage scolaire et académique que je viens de dépecer. Oui, absolument. C'est ça, mes pratiques, mes recherches sont vraiment ancrées dans une réévaluation de la période où il y a un développement de l'abstraction, dans le fond, européen, occidental. L'idée, par contre, je pense, c'est de redéfinir ce qu'on veut dire par abstraction et reconnaître que, tu sais, au début des années 2000, il y a eu comme une réévaluation du modernisme. On se disait, enfin, il existe plusieurs modernismes, donc modernisme au pluriel. On parle pas juste d'un modernisme européen et occidental, puis des influences. Donc, on pourrait aussi parler d'abstraction plurielle, plusieurs abstractions qui sont présentes partout dans le monde, en reconnaissant par contre que le mot abstraction n'est peut-être pas juste pour définir ce que d'autres personnes veulent dire par abstraction. C'est-à-dire la non-représentation ou le départ d'un réalisme
pictural est présent partout, mais peut-être que l'approche très formelle qu'on voit avec l'abstraction occidentale n'est pas juste quand on parle d'abstraction ailleurs. Oui, c'est un bon point, ça, l'idée de modernisme et même de modernité, qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Ouais. Hannah, peut-être, qu'est-ce que... Je pense que quand on avait parlé de ça un petit peu, j'étais un peu surprise d'abord parce que je n'avais pas pensé à ma pratique comme une pratique où il y avait de l'abstraction. Je ne m'identifiais pas vraiment selon le cadre comme ça, mais je dirais, en y réfléchissant, je peux voir comment c'est possible. C'est pas toujours représentatif, ce que je fais, mais je dirais que c'est plus l'idée de... Plutôt que décoloniser, c'est la non-colonisation. C'est vraiment comme un ensemble de repères qui sont à l'extérieur de cette définition-là. Je dirais que c'est plus ça avec lequel je m'identifie. Peut-être c'est pour ça que je ne pensais pas à abstraction purement. Ouais. Oui, des ontologies, des épistémologies autres que celle qui est occidentale, qui pourrait informer. C'est ça. Même si on est en train de le défaire, Ouais. ça reste toujours le point de repère pour nous. Et je pense que c'est là où ce n'est pas juste. C'est ça. Clovis? Bonjour. Dans mon parcours, il y a la décolonialité ou l'histoire décoloniale, autant que l'abstraction sont très importantes dans ma réflexion. Et d'un point de vue, cette non-colonialité que j'essaie de définir, elle part d'un point de vue du nègre marron. Le nègre marron était celui qui était mis en esclavage, mais qui, dans son imaginaire, a toujours refusé l'esclavage. Donc, il a conçu un univers où il était libre. Et c'est grâce à cet univers-là qu'il a pu atteindre la liberté à un moment donné. Et pour moi, c'est ça la non-colonialité. C'est même quand on est à l'intérieur d'un système qui définit nos manières d'être, on arrive à avoir un univers intérieur assez riche et à faire abstraction de cette réalité partagée pour donner valeur à notre réalité personnelle. Donc, dans cette optique, moi, j'utilise l'abstraction pour faire le chemin contraire. C'est amener cet univers palpitant en moi, cet univers libre qui vit en moi, et le mettre dans la réalité partagée. À savoir, est-ce que c'est une pratique coloniale ou décoloniale, ça, pour moi, c'est une affaire de sémantique. Mais je reste dans une pratique de liberté, et mes objectifs avec mes œuvres, c'est de les faire... c'est qu'elles circulent dans le monde au-delà des étiquettes qu'on peut leur donner. Bien, on peut tout de suite passer à tes œuvres ici pour continuer à parler. Durant nos conversations préliminaires, tu avais mentionné que la pensée de Jean Casimir, qui vient tout récemment de publier un texte, The Haitians, A Decolonial History, venait vraiment informer ton approche à ce sujet-là de décolonialité, de non-colonialité. Alors, est-ce que ça a commencé à se trouver dans tes œuvres ou de quelle façon ça se trouve dans ton... C'est une posture intellectuelle plus qu'une affaire d'œuvre. C'est comment je me tiens face au monde. Si je me tiens dans la liberté que je me suis définie, quelles que soient les balises qui viennent se mettre à cette liberté, je ne les vois pas, parce que je ne suis pas dans ce monde. Je vis dans cette réalité que je suis en train de densifier avec mes œuvres. Donc, l'approche de Jean Casimir, c'est elle qui me permet de définir justement la posture du nègre marron. C'est intéressant ce que tu dis, que tu essaies de densifier dans ton œuvre, qui est comme... aussi, ça vient chercher l'idée de matérialiser, de rendre concret. On s'en était parlé aussi un petit peu de ça durant nos rencontres préliminaires, que pour toi, tu avais aussi dit que toute peinture est abstraite, ou du moins une abstraction. Et puis pour toi,
la peinture, c'était vraiment quelque chose pour aller concrétiser, pour aller matérialiser quelque chose qui était en toi. Et puis, est-ce que c'est ça que tu veux dire du côté de densifier quelque chose? Entre autres, oui. Si on veut parler d'un point de vue, mon rapport avec la matière, pour parler de l'abstraction, les formes, les couleurs, les textures, pour moi, ce sont tous des matières abstraites, car elles n'évoquent pas quelque chose de directement lié à la réalité que l'on partage. On les utilise comme symbole pour décrire, on les utilise comme symbole pour construire, on les utilise comme symbole pour parler. Cependant, ce sont des entités en elles-mêmes. Il faut faire abstraction de ces entités afin de créer autre avec. J'aime prendre l'exemple des pommes de Cézanne. Les pommes de Cézanne ne sont pas des pommes. C'est une abstraction de la peinture transformée en pommes. C'est pas, même si elles évoquent des pommes dans notre esprit, même si elles évoquent des pommes à travers l'histoire, ce ne sont pas des pommes. La pomme grandit sur un arbre, on peut la mordre et elle fait du jus. Les pommes de Cézanne ne font rien de cette chose. Donc les pommes de Cézanne, pour moi, l'œuvre de Cézanne, c'est une œuvre abstraite, tout comme mon œuvre. C'est très la cave de Platon, ça. Excellent. Merci beaucoup, Clovis Alexandre. J'aimerais passer aux œuvres de Hannah ici. Je vais juste trouver dans mes petites notes, désolée. OK. J'allais juste dire, j'aimais beaucoup comment tu avais dit ça, cette idée de transmettre ton univers. Tu es dans ton univers, c'est une autre façon de voir. C'est tout à fait ça auquel je pense moi aussi. Je dirais, il y a une façon qu'on dit un peu two-eyed seeing, avec l'œil colonial, avec l'œil autochtone, pour naviguer dans ce monde. Une autre façon d'y penser, c'est avec la ceinture wampum des deux rangs, des deux rangées, où c'est la piste du visiteur, du colonial. L'autre, c'est la piste autochtone. Les deux sont parallèles. Ils naviguent dans le même monde, mais ils sont dans leur propre bateau. Alors, leurs mondes sont forcément différents. Ouais, j'aimais bien comment tu as expliqué ça. Justement, en parlant de ceinture de wampum, voici quelques œuvres de Hannah qui sont inspirées de la ceinture de wampum. Oh, voilà, pardon. Tu crées des installations aussi. Tu as mentionné au début que quand on s'était parlé au préalable, que tu ne te considérais pas inscrite dans ce discours-là d'abstraction, que tu ne te considérais pas comme une artiste qui était engagée dans le langage visuel de l'abstraction. Et on s'est rendu peut-être un petit peu dans la conversation que tu as eu un petit peu une réaction que, OK, peut-être, oui, que ça pourrait s'inscrire là-dedans. Tu fais surtout des installations et tu fais recours à la photographie pour concrétiser des concepts qui sont de base dans l'ontologie Odenojones. Et je pense à Deyoe Radate, qui est ici. Et je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu davantage de comment que tu approches formellement, pas non seulement formellement, parce qu'il y a une distorsion de la photographie ici, pour venir matérialiser quelque chose qui représente un concept qui est très important, dans un objet qui est très important pour la communication. C'est un objet de relation sociale vivante. Alors, comment ça vient? L'objet, tu veux dire les ceintures wampum, oui, c'est oui, ça? OK. Je dirais que les installations que tu avais montrées, c'est des installations suspendues. Pour moi, d'abord, j'adore faire l'installation parce que ça permet de transformer. L'idée de transformation et d'essayer de communiquer cette idée de mon univers. J'aime l'idée que les gens puissent rentrer dans mon travail. Pour moi, ça veut dire qu'ils rentrent mieux dans les idées que j'essaie de faire communiquer.
Et puis, ici, la suspension, c'est les fils qui rappellent les ceintures wampum. Les ceintures wampum, ce sont des œuvres tressées d'après des coquillages qui sont formés de perles. Et puis, il y a des lanières qui tombent de chaque bout qui montrent la continuité des ententes. Les ceintures wampum sont pour des objets de mémoire mnémonique pour se rappeler des ententes que nous avons entre les nations. Et puis, pour moi, les fils dans mes installations s'appellent de cette relation-là aussi. Quand je parle d'entente, c'est pas juste comme un contrat ou un traité, c'est plutôt entrer en relation avec la nation. C'est ça. Alors, c'est une différente sorte de plus profonde entre les gens. Alors, l'image que tu avais montrée avec le langage du territoire, ça revient, ça rappelle pour moi, je l'ai construit pour montrer un peu les motifs de perlage. C'est encore une idée de perles, mais là, c'est plus ce qu'on voit sur les vêtements, peut-être. Il y a différents motifs qui sont propres au peuple Haudenosaunee. Ça change pour les différentes nations. Ça montre vraiment d'où on vient, nos histoires qui viennent de la territoire. Et là, c'est des images que j'avais prises de Kahnawake qui regardaient vers l'île Tiohtià:ke, l'île de Montréal. Je les ai arrangées pour que ce soit un peu superposé les uns par-dessus les autres. Ça parle du monde du dessous, le monde de la surface et le monde du ciel. Et puis les lignes horizontales sur la ligne de vie. Les demi-cercles qu'on voit un peu, qui sont suggérés par les arbrustes, même par le pont. Pour moi, ça rappelle le dôme du ciel dans lequel tous nous vivons. Alors, je trouvais juste qu'en manipulant les images, je commence à voir les motifs qui me parlent. Et puis, je pensais essayer de les arranger pour plus directement communiquer ça. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus littéral que d'autres choses que je fais, mais peut-être que ça reste assez abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. En parlant de manipulation d'images aussi, dans celle-ci, nos esprits sont un. C'est des films qui sont pris d'images que toi, tu as pris dans ton parcours de tous les jours pendant que tu étais en train d'exécuter, de faire cette œuvre-là, n'est-ce pas? Et puis, c'est sur de l'acétate, là, oui. Alors, oui, c'est ça. Ce sont des images imprimées. C'est un peu encore mis de façon hiérarchique. Alors, ceux qui sont du trottoir, les petites herbes qui poussent entre les craques des trottoirs. Ensuite, le petit forêt de boisé de bouleau qu'il y avait près de là où je travaillais à Odanak à ce moment-là. Ça continue jusqu'à ce que c'est le ciel en haut. Mais là encore, ça c'est le dôme. Ça c'est le dôme céleste, le dôme dans lequel nous vivons. Et je pensais essayer de dire que, bon, ça c'est le dôme qui m'appartient en ce moment, au moment où j'ai créé ça. C'était les images qui faisaient partie de mon quotidien. Oui. Et tu nous invites là-dedans dans le fait que c'est justement une installation. Tu as dit qu'il y a un certain aspect corporel là-dedans, où est-ce que le visiteur est invité à vraiment négocier l'espace, aller en dessous, aller autour. Alors, ils sont invités d'une certaine façon dans ce microcosme-là. C'est ça. Comme je disais tantôt, les fils verticales sont choisis pour refléter la lumière. Je veux pas que ce soit juste un truc qui a l'air de flotter dans l'invisibilité. J'essaie de parler de la relation entre la terre et le ciel avec les fils. Et puis là, je les ai coupés pour que ça touche pas le sol, comme ça faisait dans mes installations précédentes. Et comme ça, les gens, ils peuvent rentrer carrément et être à l'intérieur du dôme. Chose que les gens tentaient de faire déjà avec d'autres installations, mais ça marchait mal. Donc celle-là ici, j'imagine, ici, ou... Voilà, ça, ouais. on peut circuler autour, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ouais, Voilà. ouais.
Je me demandais si on pourrait passer à Alexis. Ton expérience en tant que muséologue. Et puis, on a parlé aussi durant notre petite conversation que toi et moi, en tant qu'historiens de l'art, on est très informés par un bagage scolaire qui est comme très, très, très lourd et théorique, qui vient informer notre perspective sur l'abstraction et abstraction décoloniale. Et c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça un petit peu épineux, quasiment comme un oxymore, si on veut. Je me demandais si dans ta pratique de muséologie, si tu peux en parler, comment tu réconcilies ça peut-être dans ta recherche sur l'abstraction et puis ta muséologie? Ouais. Ben, ma recherche, c'est vraiment centrée sur des artistes modernistes. Donc, j'ai pas la chance d'avoir des artistes vivants que je peux interviewer. Mais là, dans des pratiques avec l'abstraction contemporaine, on peut demander aux artistes qu'est-ce que tu en penses de ça, comment est-ce que j'ai installé ton œuvre, comment est-ce qu'on a écrit à propos de ton œuvre, interviewer les artistes. Je pense que c'est super important en tant qu'historien de l'art si tu as accès à l'artiste, puis s'ils veulent. Puis aussi, donc ça, c'est le premier point. T'sais, en art contemporain, va voir l'artiste, parce que c'est la source qui va vraiment diriger ton travail, puis qui doit diriger ton travail, je devrais dire. L'autre affaire, en muséologie, on parlait du bagage académique. Il y a un gros bagage en musée aussi, l'histoire du catalogage des œuvres, puis comment est-ce que sont exposées. Tout ça, en art contemporain, ça commence à se défaire, parce que justement, l'idée d'une abstraction, dans ta base de données de musée, tu vas indiquer ou tu vas étiqueter une œuvre comme abstraite, mais l'artiste, peut-être que ça n'a aucun rapport avec la pensée derrière l'œuvre. Fait que là, il faut repenser ça, mais même l'idée même de la base de données avec laquelle tu travailles est peut-être pas adéquate pour représenter ce que l'artiste veut avec l'œuvre. Donc, c'est vraiment encore là d'aller voir l'artiste puis dialoguer avec l'artiste, voir comment est-ce qu'on peut bypasser ou bien intégrer le processus de création, l'interprétation de l'artiste dans ce système qui est hyper rigide. Des fois, qui est nécessaire, par exemple, avec des musées d'État, il faut avoir des statistiques, il faut avoir plein d'affaires pour du financement. C'est pas juste de « OK, il faut laisser faire la base de données ou le catalogage ». C'est tout ce qui vient avec, puis la raison qu'il faut faire ça, un peu malgré nous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me retourne vers les artistes, puis je me dis « OK, comment est-ce qu'on peut essayer de marier les deux? » C'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire, de tous les cas. Je vais, juste parce que, justement, après qu'on s'était parlé de ton expérience de muséologie, et puis en préparant cette table ronde, en essayant de négocier cette question-là d'abstraction décoloniale, je vais me permettre de donner un petit peu mon avis, parce que je pensais à Julie Meretou, qui est une artiste peintre éthiopienne, américaine, née à Addis Ababa, qui travaille maintenant à New York. Elle a eu une rétrospective au Whitney Museum en 2021. Elle a présenté cette œuvre-là qui était produite spécifiquement pour l'exposition, et elle avait le choix où la mettre dans l'espace. Et puis, c'est une œuvre abstraite, une peinture qui est surimposée sur des photographies élargies au point où est-ce qu'elles sont abstraites aussi, un peu comme la manipulation de l'image, là. Et ces photos-là sont justement de rassemblements d'anti-immigration en Allemagne et en Angleterre, aux États-Unis aussi. Il y a aussi des images de réfugiés sur des bateaux. Alors, elle surimpose une peinture abstraite par-dessus ça pour justement venir intervenir dans le bagage, justement, de la peinture historique, parce qu'elle voyait que ces images-là, ces photographies-là de grands rallyes anti-immigration et les radeaux naufragés de réfugiés venaient vraiment ressemblaient à la peinture historique, qui est bien sûr issue d'une culture occidentale colonisante.
Et puis, cette œuvre-là, elle avait choisi de la poser sur un mur qui était juste devant le Hudson River et Ellis Island, pour vraiment souligner que c'était encore un port qui recevait beaucoup de gens à tous les jours et de remémorer justement le fait que il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui venaient à tous les jours à New York ou aux États-Unis. Alors, il utilise justement l'abstraction d'une manière qu'elle dit qui est décoloniale pour venir défaire des récits qui sont issus justement du bagage que nous, on a absorbé. Hein? Et puis, alors, j'ai trouvé ça intéressant justement comme stratégie. Non seulement d'un point de vue de muséologique, mais aussi d'artiste. Et je voulais juste passer vite à Clovis. Malheureusement, Clovis et Julie Méritou parle beaucoup de l'abstraction comme une manière de miner, d'interroger sa propre personne, le développement de soi, une expression de ce qui est à l'intérieur d'elle qui m'a vraiment fait penser à ce que toi, tu disais. Et puis, malheureusement, j'ai déjà envoyé le PowerPoint, alors je n'ai pas eu la chance de l'inclure, mais je t'ai entendu parler d'une œuvre qui s'appelle « Autoportrait dans les ondes des ondes colorées ». Et puis, c'est une œuvre qui représente vraiment bien ta négociation entre la figuration et l'abstraction dans ton art. Et puis, tu avais vraiment parlé que c'était une reconnexion avec le spirituel, avec le possible. Je me demande si tu pouvais parler un petit peu de cette négociation que tu fais entre la figuration et l'abstraction dans ton œuvre, que toi, tu traces pas une ligne très, très rigide. Pour moi, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. L'abstraction, c'est un outil pour pouvoir percevoir la réalité. La réalité, c'est aussi un outil qui me permet d'abstraire pour pouvoir aller plus loin. Donc, il n'y a pas de ligne. Ce sont des choses qui se négocient continuellement. Dans mon parcours, la peinture est rentrée dans ma vie comme une quête spirituelle. Je n'avais pas l'intention de devenir peintre carriériste. J'avais pas l'intention de... ça ne faisait pas partie de mes objectifs. C'était vraiment quelque chose de thérapeutique qui s'est développé et qui a pris tout mon temps et que j'ai négocié avec pour que ça devienne quelque chose qui puisse supporter mon corps biologique. Donc, toute ma pratique a un volet spirituel. Quand j'ai immigré ici au Québec, au Canada, j'ai découvert des aspects de la culture haïtienne auxquels je n'étais pas exposé grandissant en Haïti. Et ces aspects-là m'ont poussé à chercher un peu plus dans cette identité-là qu'est-ce qui était moi. Et c'est ce qui nourrit ma pratique. Par exemple, l'œuvre que l'on regarde là, Rencontre avec les enseignements de lettres, c'est l'une de mes plus récentes œuvres et c'est un livre que j'ai découvert sur le vaudou haïtien avec les enseignements de base de cette religion que je ne pratique pas, qui est pour moi un moyen de me découvrir pour l'instant. Et c'est écrit par une mambo. Une mambo, c'est une prêtresse, une mambo qui s'appelle Marie-Louise Jean-Barthe. Et elle décrit les différents aspects de l'être qui serait l'être suprême, Dieu, comme on pourrait l'appeler, Olohum, comme les vaudouisants l'appellent. Et les enseignements, les termes qui sont utilisés et répétés, c'est comme un livre de méditation. C'est plus comme un livre de méditation que quoi que ce soit. Donc il y a des termes qui se répètent. Et les termes qui se répètent m'ont beaucoup marqué, car ils allaient à l'essence même de ce que c'est être humain. Et c'est à partir des vibrations que j'ai ressenties de ces termes que moi, je ressens à travers la matière. Et c'est ce qui me permet de créer des œuvres dites abstraites. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'elles sont abstraites, car pour moi, c'est la lecture de ce livre, cette œuvre. C'est quelque chose de très concret. De plus que les idées abstraites que je développe deviennent des objets concrets.
Comme la peinture n'est plus quelque chose, la toile n'est plus quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret qui circule dans le monde, qui circule dans les marchés, qui circule dans les magazines. C'est quelque chose qui a une vie, qui a une vitalité propre à elle-même. Donc c'est une entité très concrète, c'est pas une entité abstraite selon moi. Et dans ma quête, il y a beaucoup d'iconographie qui a toujours été liée avec le vaudou haïtien. Et je tente de trouver dans ces iconographies des vibrations. Et certaines fois, ces vibrations-là m'amènent à des choses très figuratives, des choses qui me rappellent des éléments végétaux, des choses qui peuvent me rappeler l'eau, des choses qui peuvent me rappeler la terre, des choses qui peuvent me rappeler des êtres humanoïdes, l'humain en tant que tel. Donc à ce moment-là, je ne vais pas me dire que je ne vais pas représenter une plante parce que je parle d'un esprit. Si l'esprit me fait, si cette sensation que l'esprit me donne, c'est une plante, ça va être une plante. Mon abstraction de cet esprit va être une plante. Donc c'est comme ça que je négocie. Bon, je ne négocie pas. C'est comme ça que le figuratif et l'abstraction se jouent dans mon œuvre. Ça me fait penser un petit peu à quelque chose que tu avais aussi mentionné, que pour toi, la décolonialité ou l'idée du décolonial, c'est une reconnexion avec la matière, avec la matrice qui est la terre. La matrice primaire, la prima materia, la matrice primaire qui est composée de terre, d'eau, de feu et d'air, c'est celle qui nous constitue tous et tous les êtres vivants. Pour moi, sortir de la décolonialité, c'est poser des gestes qui nous ramènent à cette prima materia. Et quand on s'en éloigne, à quel que soit le degré, on rentre dans un niveau de colonialité. Et c'est un constat, une posture qui est très difficile à garder, à embody. Comme je pourrais dire, à incorporer en soi. Ouais. Mais pour moi, c'est nos rapports arrêtent d'être coloniaux quand nous nous reconnectons avec ce qui est primaire et essentiel. Dès que l'on rentre dans une affaire de concept, on rentre dans un rapport institutionnel, dans un rapport de colonialité, et c'est plus une affaire de décolonialité. La décolonialité ne peut pas être conceptuelle. La décolonialité, pour moi, c'est quelque chose de vrai. C'est quand on rentre dans le vrai qu'on rentre dans le décolonial. Et quand on sort dans le vrai, on rentre dans le colonial à chaque fois. Et c'est de là que je me tiens. Je me demandais, Anna, si tu as quelque chose à répliquer à ça ou à ajouter à ça, surtout... tes œuvres font référence à la matière aussi, et aussi juste la dernière chose que Clovis vient de dire, de sortir des institutions, et comment tu trouves ça peut-être négocier justement l'institution en étant enseignante aussi dans une université qui apporte aussi beaucoup de bagages là-dedans, de ce côté? Je dirais, je suis d'accord, ça résonne avec moi, ce que Clovis est en train de dire. Si j'ai quelque chose à ajouter, comme j'ai déjà dit, ce serait juste de répéter la question de relationnalité, de vraiment être en relation avec ce qui nous entoure, avec soi, pas juste les autres, mais les éléments. C'est une question d'incorporation, embodiment, c'est d'être en relation avec tout ce qui nous entoure. Pour la question des institutions, je dirais c'est quelque chose la décolonialité pour les institutions, en tout cas pour l'université, c'est toujours une question qui est un grand projet qui est en train toujours de se faire. Mais je dirais peut-être une petite façon, peut-être superficielle, mais quand même pour moi c'était significatif, c'est que j'ai été engagée dans le département des arts visuels. Normalement, c'est comme par programme, peinture, sculpture, céramique. Et puis, toujours les gens me disent « Ah, alors, dans quel programme tu es? » Je dis « Bon, ben moi, mon titre, c'est professeur pour les interventions et l'encadrement dans les pratiques d'art autochtone. »
Alors, je vague entre les départements. Je ne suis pas dans une catégorie spécifiquement et c'est un peu ça peut être un peu difficile parce que l'institution est faite pour avoir les compartiments, mais c'est justement en commençant à avoir des postes comme celle-là que ça commence à être un peu plus fluide, je dirais. Oui, absolument. Je me demandais, vous parliez tous deux de reconnexion, pas juste avec la matière, mais avec les autres. Et vous avez tous les deux ça en commun qu'une idée de pratique en communauté ou des collectivités. Toi, Daphné, toi, Good People, est-ce que ça a joué beaucoup dans votre développement, chacun, cette idée-là de créer en commun ou d'être en relation avec d'autres artistes? Moi, je dirais ça fait partie de l'ensemble. J'ai toujours été impliquée dans les affaires de communauté. Je pense que c'est une façon de voir une façon de voir ma pratique, ma façon de vivre ma vie. Ça a toujours été de s'impliquer autant en communauté que dans l'atelier. Ça fait beaucoup de choses à jongler parfois, mais Daphné, c'est la toute dernière expression de cet aspect communautaire, je dirais. On est très fiers d'avoir créé un lieu qui est pour les artistes autochtones, qui les invite à venir exposer, de créer, de se développer. Il y a un aspect de mentorat un peu là-dedans aussi. Mais si ce n'était pas Daphné, c'est quelque chose qui s'exprimait d'une autre manière, mais qui était tout autant porté vers la communauté. Dans l'enseignement aussi, j'imagine, aussi ça vient chercher. Et toi, Clovis Alexandre? Moi, la communauté, c'est ma force. Je me suis développé en communauté. J'ai toujours eu une bonne communauté d'artistes autour de moi qui m'ont permis de développer mes outils. Et j'espère que j'aide à développer leurs propres outils aussi. Dans mon initiation à la peinture, ça s'est fait dans mon appartement. On était 6 dans l'appartement et on a tous commencé à peindre en même temps. Donc, il y a eu comme une magie qui s'est passée à ce moment. On est en 2013. Il y a une magie qui s'est passée là, dans cette case sur Côte-des-Neiges en 2013, où 6 peintres se sont créés. Et il y a tout un univers intellectuel qui s'est créé autour de ça et des amitiés qui se sont renforcées. Donc, ce n'était pas quelque chose d'intentionnel en tant que tel, mais on était tous ouverts à avoir une communauté organique autour de nous. Et c'est ce qui a donné Atelier Good People. Merci. Je demandais si peut-être on passe à des questions de la foule, s'il y a des gens qui ont des questions pour nos panélistes, nos artistes, ou des opinions, des réflexions sur la question de l'abstraction décoloniale et cette question justement ce mariage épineux qu'on essaie de négocier. Bonjour, Donald. Je suis un amateur d'art. J'ai une question pour tout le monde. Quelles sont, pour nous, les gens qui regardent vos œuvres ou les œuvres abstraites, quels sont les plaisirs et les défis que ça peut nous amener en être en interaction avec les œuvres? Est-ce que c'est clair? Des plaisirs? Des défis? Un peu comme ça. Pour répondre à ta question, moi, je t'aurais posé exactement la même question. Parce que l'œuvre a déjà fait son travail sur ma personne. Quand elle commence à circuler dans le monde, je suis intéressé à comment que le monde la reçoit.
Je ne suis pas là pour dicter la réception de l'œuvre au monde. C'est plutôt le monde qui va me dire comment qu'elle reçoit l'œuvre et comment qu'elle l'aperçoit et comment qu'elle l'a fait vibrer, comment qu'elle l'a fait se ressentir, comment qu'elle l'a fait sentir un peu plus de ce qu'est la vie. Anna, Alors, qu'est-ce qu'on espère que les autres ressentent quand ils voient nos œuvres? Quels sont les plaisirs que ça propose et quels sont les défis que ça propose, l'œuvre? Parce que quand on est devant les œuvres, c'est ça qu'on est là pour, tu sais. On veut recevoir quelque chose, on veut recevoir des plaisirs et on va recevoir des défis. Alors, parce que l'abstraction est comme ça. Ça met ça du devant. C'est pour ça que beaucoup de monde regarde l'abstraction puis ils disent qu'il n'y a rien là. Parce que ça prend un effort. Ben, je dirais pas, c'est pas juste l'abstraction, c'est l'art. L'art, c'est comme ça, que ce soit abstrait ou non. Je dirais que ce que j'adore et la raison pour laquelle je continue à être artiste, c'est le fait que l'art peut communiquer. Je vois ça comme une façon de communiquer différemment. Et parfois, il y a des gens qui répondent mieux à cette communication-là que de forcément lire dans un livre, par exemple. Alors, une des stratégies que j'utilise, je pense, c'est la beauté pour attirer le monde, pour les faire rentrer, pour qu'avec de la chance, ils deviennent curieux d'engager avec mes idées. Le défi est peut-être qu'ils y restent pour expérimenter pleinement ce que ça a à dire. Je pense que la multiplicité de ta question, puis toutes les différentes émotions qu'on peut avoir avec l'art abstrait, c'est un peu ça qu'on essaie d'aller voir quand tu regardes une œuvre, en tant que muséologue en tout cas. C'est sûr que par le passé, puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de musées qui vont être très prescriptifs pour ce que ça veut dire. Ils vont mettre un texte pour expliquer qu'est-ce que la toile veut dire, qu'est-ce que ça représente. Moi, mon conseil numéro 1, quand tu vois une pièce que tu aimes, lis pas le texte. On s'en fout du texte. Regarde l'œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ça qu'on aime voir, la réaction, ou en tout cas que moi j'aime voir, quand quelqu'un vient interagir avec une œuvre, c'est la réaction première qu'ils ont, puis comment est-ce qu'ils vont interagir après. Puis après, si ça t'intéresse, lis le texte. Mais on prend beaucoup de temps à décrire les textes. Mais quand même, je pense que faut que tu aies confiance dans ton instinct quand tu vois une œuvre que tu aimes ou même que tu n'aimes pas. Comment tu réagis avec? Pars de là en premier. oui. Oh, pardon? Il y a un suivi? Oui. Oui? J'ai pas entendu, pardon. Oui, est-ce qu'on pourrait passer à une autre question avant et puis on va revenir juste pour laisser la place? Je pense aussi, juste pour ajouter à ça, c'est que la question de l'abstraction, étant donné que c'est non figuratif, ça sous-entend la notion d'un manque de récit, of a narrative. Alors, on ne peut pas y lire quelque chose facilement. Et ça devient justement un langage qui peut être universel, qui vient chercher quelque chose, que ce soit le beau, que ce soit, si on veut nommer ça, qualifier ça d'un plaisir, mais tant mieux. Mais c'est comme Alexis dit, de vraiment savoir si ça vient nous chercher, puis pas nécessairement absorber ce que les institutions veuillent qu'on... J'aime beaucoup le mot transcendance. Ouais. Comme l'œuvre transcende quelque chose et j'espère que ce qu'elle transcende arrive vers celui ou celle qui va la voir. Et ça a toujours été dans le discours de l'abstraction. Ça a été un petit peu éclipsé par ce discours formaliste qui était extrêmement poussé au 20e siècle. Je pense à Hilma af Klint, que c'était informé de la théosophie, de la spiritualité. Même Vassili Kandinsky, il y a beaucoup de discours formalistes qui ne savaient pas quoi faire avec son abstraction parce que ça ne s'inscrivait pas justement dans un discours formaliste très étroit. C'est à propos de la transcendance justement d'une spiritualité.
Est-ce qu'il y avait- J'aimerais encore Oui. rebondir là-dessus parce que cette idée de la réception de l'art abstrait, je la trouve quand même importante. Puis, justement, puis tu es vraiment rebondi là-dessus sur la question de, à l'époque moderniste, où là, vraiment, c'était ne rien dire autre que la matière, que ce que la matière nous donnait à voir. On a vu que maintenant, dans l'abstraction, il y a de plus en plus de narrativité qui revient. Alors, comment on la reçoit? Comme tu disais tout à l'heure, les pommes ne sont plus des pommes, il y a une liberté. Mais comment on reçoit l'œuvre quand on a une œuvre figurative, on a un discours politique, par exemple, c'est assez simple. On sait qu'il y a un discours politique. Un artiste abstrait peut avoir un discours politique quand même très fort. Qu'est-ce qui se passe ensuite, nous, quand on reçoit l'œuvre? Qu'est-ce qu'on doit recevoir de l'artiste si on n'a pas le texte, si on ne regarde pas le texte? Est-ce qu'on peut dire... un artiste nous arrive avec une œuvre qui est très vibrante, très politique, très, selon lui, elle. Et nous, on va la regarder comme une œuvre qui est simplement esthétique, simplement colorée, simplement... Qu'est-ce qui se passe là, entre le moment où l'œuvre est faite et le public la reçoit et où l'œuvre n'appartient peut-être plus à l'artiste à ce moment-là? Qu'est-ce que l'œuvre demande de la personne, peut-être à l'extérieur? Ouais. À vouloir. Ben, justement, c'est pour ça que j'aime pas un musée qui est un discours ultra prescriptif, parce que chaque personne qui voit une œuvre va avoir une interprétation différente ou va avoir leur propre bagage va informer comment est-ce qu'ils vont recevoir cette œuvre. Leur politique, tu parlais de politique, quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques que l'artiste va voir l'œuvre vraiment différemment de quelqu'un qui a qui peut rejoindre l'artiste à ce niveau-là. Puis, donc, l'idée, c'est vraiment de laisser libre recours à une individualité, un rapport individuel avec l'œuvre. Hein. Puis c'est certain que c'est peut-être pas une conclusion satisfaisante parce qu'on peut pas avoir une espèce de conclusion commune, mais je pense que ça ouvre plus au dialogue puis à une multiplicité des expériences que peut recevoir une œuvre. Puis ça, c'est vraiment enrichissant pour l'œuvre et pour le public ultra varié maintenant qui va dans les musées. Les répliques de Hannah ou Clovis? Non? Moi, j'ai la même opinion, là. C'est la même. La question du suivi, monsieur, si vous voulez. Votre question? Non, c'est beau. D'autres réflexions? Ah oui. Bien, j'aurais un commentaire, puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Ce que j'entends, c'est une espèce de déconstruction très originale de toute l'espèce de préjugés, une œuvre est soit abstraite, soit figurative, par deux personnes qui l'expriment d'une façon originale, comme n'importe quel artiste devrait le faire selon sa propre originalité. Mais ce que je comprends aussi, c'est que le public devrait participer à cette déconstruction de toutes nos espèces de schèmes de pensée. Puis là, quand j'entends le mot spiritualité, là, je trouve que ça tombe dans le stéréotype de une spiritualité X de tel groupe. Et l'art est quelque chose d'assez individuel, puis vous l'exprimez un peu comme une décolonisation dans le sens d'une décolonisation collective. Fait que j'aimerais ça juste vous entendre là-dessus. Parce que ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a une déconstruction que vous faites en faisant, par exemple, une installation, l'utilisation de formes abstraites qui ne sont pas nécessairement narratives, mais qui peuvent l'être selon qui l'interprète et selon aussi votre propre processus. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on soit encore obligé de dire cette œuvre-là est abstraite et celle-là est figurative, alors qu'on peut voir de l'abstraction partout, même dans la façon de placer une œuvre dans l'espace. Tout ça est un peu construit dans nos têtes, puis souvent l'artiste est en train de déconstruire. J'aime bien cette je dirais, observation. Je dirais que, en partie, je ne pense pas que je suis en train de déconstruire quelque chose. Peut-être c'est le but de notre conversation, mais comme j'avais dit au début,
d'une part, je me sens un petit peu... J'hésite un peu de dire que je suis artiste qui fait de l'abstraction. Je pense peut-être un petit peu à cause de ce que vous êtes en train de dire. Je trouve que plutôt que de la décolonisation, c'est la non-colonisation qui vient d'un ensemble de perceptions qui font pas partie des perceptions coloniales, disons. C'est à l'extérieur de Vous cela. êtes en train de déconstruire votre place dans les arts en disant ça aussi, parce que on vous invite à enseigner comme artiste autochtone, comme un canal pour l'expression autochtone. Puis, dans le fond, vous êtes en train de remettre les choses à leur place, à votre façon, en déconstruisant ce concept-là. Ben ça, je peux pas aider. Je leur ai dit qu'est-ce que j'avais comme opinion quand ils m'ont invité sur le panel, puis ils trouvaient que c'était correct pour avoir une conversation. Je parle pas dans le panel, mais dans votre art. Ben, je dirais juste que c'est quand même l'ensemble de perceptions de Clovis, même s'il y a des choses qui sont communes, c'est quand même différent que l'ensemble que j'ai en tant qu'Autochtone, en tant que quelqu'un qui s'identifie en tant que Kanien'kehá:ka, Haudenosaunee. C'est différent. Et puis, moi, je dirais que, en fait, mon art est très narratif. Il n'y a pas un manque de narration. C'est juste qu'il faut connaître un petit peu les clés pour pouvoir le déchiffrer. C'est que vous créez un langage, tout simplement. Pour ajouter, moi, je ne pense pas que je suis dans la déconstruction. Et j'ai travaillé avec un commissaire, James Oscar, il y a quelques années. Il avait trouvé un terme qui m'avait beaucoup touché. Il disait que nous sommes en train de faire monde. Moi, les jets, les objets que je crée, qui circulent dans le monde, qui portent mon nom, etc., c'est une manière de faire monde. Ce n'est pas déconstruire, c'est bien le contraire. C'est de construire de nouveaux paradigmes et de construire de nouvelles manières de voir et de vivre le monde. Avec les mêmes matières. Avec les mêmes matières, avec certaines fois même les mêmes codes. Même les codes, comme j'utilise les codes de l'abstraction occidentale pour pouvoir faire mon monde. J'utilise les codes de l'expressionnisme, les codes du cubisme, les codes du modernisme pour pouvoir exprimer le monde que je veux qu'il soit. Donc, de ne pas me mettre dans ces boîtes, les exploser si on veut, et être tout ce que je peux être. Et puis, moi, je pense, j'aime cette idée de faire monde, mais je dirais même, c'est plus de faire voir les mondes qui y sont, dont les gens ne s'aperçoivent pas. C'est de faire de la place pour voir autrement. Ces mondes sont déjà là. Nous les vivons. C'est de les faire apparaître aux autres. Changer de prisme à travers lequel on voit les choses. Voilà. D'autres réflexions? Oui, juste en avant ici. Vous l'avez un petit peu évoqué, vous l'avez un peu glissé comme sujet, mais j'aimerais que vous développiez plus là-dessus. La perspective décoloniale a cette idée-là de reconnaître une multiplicité vraiment de points de vue, de visions, de regards et tout ça. Mais ça met beaucoup à mal ce concept ou cette intention artistique, souvent artistique en fait, d'universalité, de s'adresser à tout le monde. On parlait tout à l'heure de la difficulté avec l'idée de s'adresser aux extraterrestres, comment on s'y prendrait. C'est quoi votre rapport personnel à l'idée d'être universel? Est-ce que c'est un concept qui est complètement daté? Est-ce que c'est encore un beau rêve qui vaut la peine d'être porté par les artistes? L'universel, pour vous? Parce que le langage de l'abstraction a été comme conçu où on l'apprête comme un langage ou être à la quête d'un langage universel qui pourrait être... Oui, ça semblait beaucoup être le projet à travers l'abstraction, oui. Ou le modernisme aussi.
Alexis? Je peux partir sur une perspective historique, parce que je suis historien là. Mais justement, le développement du modernisme au Québec, par exemple, avec les figures comme Paul-Émile Bourdieu, puis Alfred Pellan, puis John Lyman, se portait sur une idée d'universalité puis d'universalisation de l'art. C'est un peu en réaction à une espèce de conservatisme qui était très extrême à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais plus à quel point c'est pertinent d'essayer de rejoindre tout le monde tout le temps pour que ça ait du sens à tout le monde tout le temps. Il y a quand même une liberté chez l'artiste de pouvoir dire, ben ça c'est mon œuvre, puis il n'y a pas tout le monde qui va comprendre, puis c'est correct. Puis ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave s'ils ne comprennent pas, ils ont pas... Tout ne pas doit être connu. Hein? C'est laisser la place à l'artiste de pas tout exprimer tout le temps à travers leur art. Ou bien d'exprimer, mais avec des codes que seul l'artiste peut décoder ou tu sais. Alors, après tout, l'idée d'un artiste crée de l'art, ben, j'espère, pour eux, en premier lieu, puis après pour les autres. Alors, il y a ça aussi. Je pense que l'universel, on y touche seulement quand on est authentique. Et l'authenticité est individuelle. Donc, l'artiste qui arrive à toucher à son individualité, à la développer et à montrer ce qu'il porte en lui, qui est seulement à sa personne, touche à l'universel car il rejoint l'autre dans cette essence qui lui est propre. Et pour moi, c'est la seule stratégie vers une universalité. C'est une quête qui devrait être la quête de tout humain, pas seulement artiste, mais tout humain devrait trouver dans ses gestes, ses paroles, ses actions, ce qui est pour l'autre. Car ce qui est pour sa personne est aussi pour l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est là que je me tiens par rapport à l'universalité et les dangers du terme. Je pense aussi que la quête d'avoir un langage universel qui pourrait rejoindre tout le monde, qui est vraiment ancré dans le modernisme, est aussi une quête du génie artiste mâle blanc. Hein, et on ne peut pas détacher ça de cette réalité-là. Et je vais peut-être... ça retourne après à ce qu'on vient de dire du prisme, la décolonialité, comme ça, tu sais, pas juste de déloger le prisme à travers lequel on voit le monde. Puis ça me fait penser à, justement, dans le prochain numéro de S, Jane Wilkinson a écrit un excellent texte et elle réfère le professeur Lee Rayford, qui est spécialiste dans les champs des études noires à Berkeley. Et elle dit ceci à propos de l'abstraction, qu'elle pense que c'est vraiment un langage qui... le non figuratif pourrait être un lieu de défi et de résistance. Elle dit, pour rééduquer nos yeux intérieurs, nous devons revisiter les structures visuelles qui ont discipliné notre vue au départ. L'abstraction est peut-être le moyen d'évoluer vers une vision plus juste. L'abstraction, dans sa définition la plus fondamentale, signifie un état de retrait par rapport à un point d'origine. Et ce point d'origine-là, dans le modernisme, c'est l'idée que ça pourrait être universel. Je pense, j'ai l'impression que c'est plus vraiment la quête en ce moment là, pour beaucoup d'artistes. Ouais. Justement à cause de la multiplicité. Ouais. Alors, pour clore cette discussion, merci beaucoup. Je ne crois pas qu'on a réglé la question épineuse. Je ne sais pas si elle a besoin d'être réglée parce que, justement, on part de points de vue différents et c'est justement ça, de déloger ce point de vue universalisant et qui était universel. Alors, sur ce, merci beaucoup de vous être joindre à nous. Et puis, merci à Clovis, à Anna et à Alexis. Et aussi à S. Merci. Pour ça. Merci.